Bonsoir à tous, bonne fin de week-end avec nous. Et à la une ce dimanche, il y a d'abord une victoire en football, celle des Monégasques 2-0 hier soir au Stade Louis II face à l'Olympique Lyonnais. La 32e et avant-dernière journée de Ligue 1 remportée haut la main leur a offert une qualification garantie en Ligue des Champions. Tous les détails de la rencontre et les réactions dans un instant, suivis des autres résultats sportifs du week-end. Dans le reste de l'actualité, nous ferons un dernier tour au salon Top Marque qui referme ses portes aujourd'hui. Pour l'occasion, nous vous ferons découvrir les ateliers où sont restaurées les plus belles voitures des années 40 à 70, des Bugatti rarissimes au prototype Fessel Vega oublié, en passant bien sûr par les mythiques Mercedes SL, reportage à suivre. Et si vous n'aviez plus besoin de vous déplacer pour les ennuyeux trajets jusqu'à la déchetterie et que c'était elle qui venait à vous, l'idée vient de la Société monégasque d'assainissement en collaboration avec le gouvernement princier et nous vous emmènerons la découvrir. Dans ce journal également un peu de littérature avec Intrigue à Monaco, un roman policier sorti début avril et qui nous plonge dans une histoire de disparition inquiétante et de détective privé en plein cœur de la principauté et ses environs. Pour nous en parler, son auteur Patrick Renzetti sera avec nous dans une quinzaine de minutes. Et puis le PMC a offert l'avant-dernier Happy Hour de sa saison mercredi après-midi à l'Auditorium Régnier 3. Un moment de pur plaisir pour les musiciens et le public que vous pourrez revivre à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, cette information qui nous est parvenue ce matin, nous avons appris qu'un tragique accident de minibus est survenu la nuit dernière. Il était occupé par l'équipe de National 3 de l'AS Monaco Basket alors qu'elle rentrait d'une rencontre disputée plutôt aux terres froides dans l'Isère. L'un des joueurs âgé de 16 ans, scolarisé en classe de première au lycée Albert Ier, y a laissé la vie et 5 autres personnes ont été blessées, le chauffeur, l'entraîneur et 3 joueurs de l'équipe. Ils sont toujours pris en charge à l'heure qu'il est. À la suite du drame, plusieurs personnalités ont réagi dans différents communiqué, le président et les membres du club, le gouvernement, mais également le prince souverain qui a présenté en son nom propre et au nom de toute sa famille ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du joueur tragiquement disparu. Mes pensées accompagnent également les blessés et leur expriment tout mon soutien dans cette épreuve. Je m'associe à la peine de toute la communauté sportive monégasque et assure de mon soutien les personnes touchées par ce drame, a-t-il ajouté. D'autre part, sachez qu'une minute de silence sera observée ce soir avant la rencontre de Betclic Elite, dont le coup d'envoi est prévu à 19h à la salle Gaston Médecin. Plus joyeuse, la soirée d'hier a été marquée, je le disais, par la belle victoire de l'AS Monaco FC face aux Lyonnais. Pour la 32e et avant-dernière journée de Ligue 1, les Monégasques ont réussi leur double mission. Ils l'ont emporté 2-0 à la maison, tout en espérant des contre-performances des autres candidats à la Ligue des Champions. Objectif atteint dans cette soirée où les planètes étaient bel et bien alignées. Le récit de Christophe Paco, envoyé spécial avec Lionel Bernardi au Stade Louis II hier. Oui, l'incroyable scénario pour Monaco, vainqueur sur sa pelouse Stade Louis II. De très bons Lyonnais pendant la première période, tout s'est déclenché ensuite après l'heure de jeu. 1-0 puis 2-0. Monaco qualifié directement pour la Ligue des Champions, derrière Paris et pour l'instant derrière Marseille au classement. Mais la 3e place est qualificative, on le sait, dès cet été pour l'accession directe à cette prestigieuse compétition. En plus derrière, les autres ont perdu. Les autres sont Nice, Lille et Strasbourg. Avec ces défaites, Monaco donc bénéficie de ce petit bonus et se qualifie directement pour une Ligue des Champions qu'on attendait avec impatience ici à Monaco. Et on va revenir sur le but de la Libération tout d'abord, celui de 2-0, le coup franc de Lamine Camara pour son capitaine Denis Zakaria. Lamine Camara comblé hier soir au Stade Louis II. Ça me fait du bien, je suis fier. Voilà, c'est un aspect que j'ai beaucoup travaillé à l'entraînement. Et voilà, je suis content qu'on a marqué ce coup de pied arrêté parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué. Et voilà, on est content et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça récompense tous les efforts qu'on a fait durant la saison. C'était notre objectif de se qualifier et voilà, on l'a fait. Et comme je l'ai dit, maintenant on va bien fêter et après se concentrer sur la dernière masse. 0-0 à la mi-temps, il a fallu pousser et ils l'ont bien fait les Monégasques avec Minamino, avec Akliou, ça n'a pas arrêté, ça s'est décanté, on vous l'a dit, 1-0 puis 2-0, on est passé sur ce but de Zakaria qui est un buteur symbolique bien sûr pour Monaco, c'est le capitaine courage et auparavant encore un mouvement incroyable d'Akliouche qui a permis à Minamino de marquer le premier but de la soirée, Akliouche qui se voit bien poursuivre l'aventure à Monaco pour la Ligue des Champions. On savait aujourd'hui que voilà, c'était un match un peu crucial et qu'à côté ils pouvaient perdre des points. Et aujourd'hui, on a fait le boulot, on est fiers de nous, on est contents, on a fait un gros match tous ensemble. Et voilà, franchement, on est heureux, on a fêté ça et c'est super. La Ligue des Champions, c'est la meilleure compétition. Et non, voilà, on savait qu'on se battait aussi pour cette musique-là et voilà, pour jouer contre les meilleurs. Et l'AS Monaco mérite d'être là, donc on est content. Est-ce qu'on devra disputer cette Ligue des Champions avec l'AS Monaco ? Bah oui, je suis sous contrat avec l'AS Monaco, donc bien sûr. Et voilà, l'objectif aujourd'hui, c'était ça, c'était
de se qualifier et voilà. Le bonheur des Monégasques, la Ligue des Champions directement, incroyable scénario, on le rappelle, avec les défaites et de Nice, et de Lille, et de Strasbourg. Monaco qualifié directement pour la Ligue des Champions. Ça a chanté dans le vestiaire. Écoutez la voix, tout à l'heure, de Crépin Diatta. Ce championnat, il est très dur. Il n'y a aucun match qui est facile. Vous pouvez voir les résultats d'aujourd'hui, ça veut tout dire. Donc voilà, on est content d'avoir fait le travail et voilà, fier des coéquipiers et de tout le staff, les coachs, et les supporters et tout le club. Le soulagement ce soir pour l'AS Monaco, qualifié directement pour cette Ligue des Champions, bien sûr, pour le plus grand bonheur des supporters restés fort tard hier soir au Stade Louis II. On est plus que contents, ça a été incroyable. On a gagné, mais moi je le savais. J'étais très optimiste. Enfin, je suis optimiste de nature, mais bon, je savais qu'on allait gagner. Non, mais le scénario, il est incroyable. Le scénario est incroyable. On voit qu'à la mi-temps, ils sont tous en train de perdre et que nous, il faut qu'on marque pour se qualifier. On pensait qu'on allait tous jouer sur la dernière journée. Là, on y va à Lens pour gagner, pour aller chercher la deuxième place, mais on est sûr d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. La Champions League, ça va nous aider aussi pour garder les joueurs et en faire venir d'autres. Et puis, quoi qu'il arrive, on sera toujours là. On a confiance en nos couleurs, en nos joueurs. Allez, encore un effort en cette saison 2024-2025. Dernière rencontre à Lens pendant que Marseille jouera face à Rennes. Et possibilité, pourquoi pas pour les Monégasques, de terminer deuxième, ce qui ne changerait rien à l'aventure, puisque et le deuxième et le troisième, vous le savez, étaient qualifiés pour la Ligue des Champions directement derrière le PSG, intouchable cette saison. Rendez-vous donc samedi à Bollaert pour les Monégasques avant de clôturer cette grande saison, encore une fois ici, en principauté de Monaco. Le fameux salon Top Marque referme ses portes après 5 jours à Monaco. Vous l'avez suivi sur notre antenne et pour ce dernier reportage, nous vous emmenons ce soir là où le temps s'arrête, là où les moteurs reprennent vie. Je vous parle des ateliers où sont restaurées les plus belles voitures des années 40 à 70, Bugatti rarissime, prototype Facel Vega oublié et bien sûr les mythiques Mercedes SL. Toute une série de trouvailles improbables et d'histoires incroyables que nous racontent Vanessa Dessy et Camille Caloni. À Top Marque, en tant l'artiste étonne, ce petit garçon dessine les voitures avec une précision saisissante, comme s'il les connaissait par cœur. Non loin de ses croquis, les Mercedes SL restaurées avec passion par un maître artisan brillent sous tous les projecteurs. On est spécialiste dans la restauration de véhicules anciens des années 50-70 en modèle SL de chez Mercedes et après dans les Youngtimer numérotés et véhicules rares chez Ferrari. Tout est fait en interne dans nos locaux. Donc on restaure aussi bien le moteur entièrement, la sellerie, les faisceaux électriques, tout est fait en interne, la carrosserie. Et c'est ce qui fait notre point fort et qui nous permet de mettre 2 ans de garantie sur un véhicule que l'on confectionne de A à Z. Les SL en particulier, ce sont des véhicules mythiques qui ont aussi, dans mon enfance, m'ont fait rêver. Et c'est une part de l'histoire que l'on peut perdurer dans le temps. Dans un atelier passionné, 2 trésors oubliés renaissent, spécialisés dans la restauration de voitures des années 40 à 70. Ce garage redonne vie au patrimoine automobile, toutes nationalités confondues. Parmi les pépites, une rare Bugatti T73 Roadster retrouvée dans une grange et en reconstruction à partir d'un châssis d'origine. Autre projet unique, la résurrection d'un prototype Facel Vega jamais sorti, dont les plans ont refait surface chez un client reconnaissant. Une histoire de passion, de transmission et de voitures légendaires. On rend visite à un client pour faire l'entretien de sa voiture. Et puis il avait des difficultés pour payer tout d'un coup et mon père il lui a proposé d'échelonner les paiements pour l'arranger et pour pouvoir restaurer sa voiture comme il se doit. Et le client super content, etc., une personne âgée, il me dit bon vous avez été vraiment gentil avec moi, bougez pas, je reviens. Et ce client il redescend du coup avec une mallette et tous les plans de ce fameux projet qui était censé courir au Mans. Parce qu'en fait, c'est une personne à l'époque qui avait réussi à récupérer les plans quand l'usine a fermé. Cette personne, un passionné également de voitures, de bolides et de facelles en permanence, avait participé à la vente aux enchères, à la liquidation de la société Facel Vega. Et il avait acheté quelques meubles et des outils, enfin tout ce qu'il pouvait acheter en fonction de ses moyens également. Et en rentrant à son domicile, en ouvrant un peu les tiroirs, il a trouvé les plans officiels de cette fameuse voiture de course qui devait courir au Mans en 65. J'ai racheté les plans, j'ai demandé à la marque propriétaire, c'est le club Facel Vega qui est propriétaire de cette marque, de pouvoir poser le logo Facel Vega sur la voiture pour que ce soit vraiment authentique. Et on serait ravis de pouvoir la présenter au Top Marque l'année prochaine,
physiquement terminé, quoi. Au Top Marque, toutes ces voitures d'exception ont attiré tous les regards. C'est ainsi que se referme cette 20e édition. Et si vous n'aviez plus besoin de vous déplacer pour vous rendre à la déchetterie? Voici le nouveau projet imaginé par la Société monégasque d'assainissement en collaboration avec le gouvernement princier. C'est tout simple, un petit camion s'installe dans plusieurs quartiers de la principauté afin de faciliter aux habitants le tri de leurs déchets directement près de chez eux. Sarah Villemain et Massimo Piantoni ont découvert ce système, regardez. Aspirateur, appareil électronique, pile, hier matin de 9h à 13h, le camion de la déchetterie mobile était stationné place du Campanin. Cette collecte itinérante permet aux habitants de se débarrasser plus facilement de leurs déchets ménagers spéciaux. Il s'agit d'une midi-déchetterie mobile pour les habitants de Monaco. Donc c'est une collecte itinérante pour collecter les déchets ménagers spéciaux qui aura lieu une fois par mois dans un quartier de la Principauté. L'objectif est d'offrir un service de proximité de déchetterie mobile aux habitants pour une plus grande facilité d'accès. Un tas d'objets est réceptionné par les agents de la SMA. Ce service réservé aux particuliers permet de limiter les risques liés au stockage prolongé de produits dangereux à domicile. Les déchets ménagers spéciaux qui peuvent être déposés sont les piles, les batteries, les petits équipements électroniques et électriques, les bidons, les pots de peinture, les textiles, les médicaments. Vous pouvez retrouver la liste de ces déchets sur le site internet de la Société monégasque d'assainissement, sma.mc. En complément, la société d'assainissement accueille les usagers du lundi au samedi aux 3 rue Gabian tout au long de l'année. Les déchets y sont triés par catégorie afin d'en faciliter le traitement et la valorisation. Les déchets collectés dans le cadre de la mini-déchetterie sont ensuite regroupés au centre d'accueil des déchets ménagers spéciaux qu'on appelle les DMS. Ils peuvent venir déposer leurs déchets ménagers spéciaux gratuitement. Ces déchets sont ensuite triés et valorisés de manière sécurisée et écologique. Ces déchets sont ensuite traités dans différents centres de traitement selon leurs caractéristiques. Si vous avez manqué la collecte du 10 mai, rendez-vous le samedi 21 juin à l'allée Saint-Jean-Paul II pour y déposer vos encombrants ménagers. Cette annonce à présent qui concerne le nouveau pape Léon XIV, en l'honneur de sa récente élection, sachez qu'une messe d'action de grâce sera célébrée ce lundi 12 mai à 18h30 en la cathédrale de Monaco et qu'elle sera présidée par Monseigneur Dominique-Marie David, l'archevêque de Monaco. Cette messe sera retransmise en direct sur Monaco Info. Allez, un peu de littérature dans ce journal. Que diriez-vous d'une affaire policière au cœur de la principauté? C'est l'histoire que nous propose le livre intitulé Intrigue à Monaco, paru le 1er avril dernier aux éditions Baie des Anges. Pour en parler, nous sommes avec son auteur, bien sûr, Patrick Renzetti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info pour entrer un peu dans le détail de votre œuvre. Alors, Intrigue à Monaco, c'est un roman policier. Une jeune femme originaire de Monaco débarque un beau jour dans le bureau d'un détective privé de Nice, lui dit qu'elle est en danger de mort et qu'il faut l'aider, mais elle disparaît et le détective sent que plusieurs choses ne collent pas. Alors, il décide de partir à sa recherche, d'où les nombreuses intrigues qui en découlent. J'ai bien résumé ? Tout à fait. En fait, la disparition de la jeune femme est un peu préméditée par le détective. Parce qu'en fait, la jeune femme aimerait que le détective l'aide à trouver les personnes qui la menacent. Et donc, il a cette idée de suggérer un enlèvement. Donc, la jeune femme doit disparaître. C'est prévu par le détective et accepté par la jeune femme en question, qui est une artiste peintre. Et malheureusement, elle disparaît, mais au lieu de continuer de donner des nouvelles, elle n'en donne plus et disparaît pour de bon. Et même le détective ne sait plus où elle est. Donc l'histoire tourne autour des intrigues au pluriel qui couvrent cette histoire de danger de mort et les indices qui se révèlent petit à petit. Quand on lit le livre, 248 pages, 40 chapitres, on est vraiment embarqué dans une aventure avec des lieux emblématiques de Monaco et ses environs. Et on a un suspense qui s'installe. Est-ce que c'est ça, avant tout, le sens de l'aventure que vous avez voulu faire vivre au lecteur ? Oui, c'est en partie ça. Et c'est aussi l'idée que chez certains individus, il y a des zones d'ombre. Et c'est le cas en particulier de cette jeune femme qui confie au détective une partie de sa vie privée, mais qui dissimule aussi un certain nombre de relations qui sont les siennes. Et en fait, le détective découvre, en essayant de la retrouver et d'interroger un certain nombre de personnes qui l'ont côtoyée, qu'en fait, elle a une vie beaucoup plus surprenante, elle fréquente des individus beaucoup plus douteux, et en fait, le spectre des relations qui sont les siennes est beaucoup plus vaste.
Alors, au-delà des lieux dont on va beaucoup parler, est-ce que c'est vraiment, vous cherchez à interroger aussi les personnalités humaines dans ce livre, oui. C'est-à-dire vous parlez des zones d'ombre et des zones d'ombre qui nous concernent tous finalement? Oui, plus ou moins. En fait, dans le cas de la jeune femme, c'est une jeune femme bien sur tout rapport, une jeune femme de milieu modeste à l'origine, qui ensuite, par son mariage, épouse un homme d'affaires américain. Donc, elle est un peu introduite dans une certaine bourgeoisie. Et elle devient, d'une certaine façon, très sollicitée parce qu'elle a beaucoup de succès au niveau de sa production artistique. Mais elle fréquente aussi des individus tout à fait naturellement, qui ne sont pas forcément portés sur l'art ni sur l'esthétique. Et donc elle devient peut-être, parce qu'en fait le mystère persiste, elle devient peut-être une personne présentant des relations douteuses qui peuvent l'amener à avoir des connaissances sulfureuses, et ce qui pourrait expliquer les menaces qui pèsent sur elle. Dimension un petit peu aussi sociale, voire socio-professionnelle, si je puis dire. Patrick Renzetti, vous êtes né à Monaco, vous avez fréquenté le lycée Albert Ier, vous vivez aujourd'hui à Beausoleil. C'est votre affinité avec la région qui vous a donné l'idée de faire ce livre, ou ça va plus loin que ça? C'est le goût du polar et le goût de Monaco à la fois? En fait, tous mes romans sont situés à Monaco, à Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes, hein, puisque j'y vis. Le polar, c'est un peu un accident. En fait, je n'ai jamais écrit de polar et c'était une occasion. C'est presque un petit challenge, faire un polar. Voilà, je n'ai pas une vocation particulière à écrire des polars. Mais bon, ça m'a paru amusant d'en faire un. Oui, d'en faire un ici. L'intrigue nous emmène donc à... Oui. Voilà, à Monaco, à Nice, où travaille le détective, mais aussi en Italie, Vintimille, San Remo. Pourquoi avoir choisi de faire se dérouler l'histoire plutôt ici? On comprend votre affinité avec la région, mais ce ne sont pas des lieux qu'on imagine pour des affaires policières en général. Mais vous êtes plutôt, vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose à faire ici, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non. En fait, il n'y a pas de lieu particulier pour une intrigue policière. Moi, je la situe dans les Alpes-Maritimes, en particulier à Monaco, à Nice, parce que j'y vis. C'est ça la raison principale. Et puisque ça m'est beaucoup plus facile de décrire des lieux, voilà, c'est pour des raisons pratiques hein, que c'est essentiellement défini dans notre région. Et puis parce que j'aime la région, parce que j'aime Monaco, j'aime les Alpes-Maritimes. C'est un peu ça, la motivation aussi. Oui, et il y a une forme de concentration de souvenirs aussi dans ce livre. Vous y avez apporté beaucoup de personnel, ce n'est pas seulement de la fiction. Oui, non, bien sûr, ce n'est pas uniquement de la fiction, c'est vrai. Mais rien n'est jamais totalement de la fiction. Merci beaucoup Patrick Renzetti de nous avoir accordé cette interview pour nous parler de votre livre Intrigue à Monaco, paru le 1er avril dernier aux éditions La Baie des Anges. Il est au prix de 9,50 € sur le marché et nous embarque dans les coins qu'on connaît bien. Ça force l'imagination et on le recommande. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. C'est une tradition, le Monégour Hyper Café a fait son retour hier dans la halle du marché de la Condamine. Vous le savez, c'est un rendez-vous bien pratique qui permet aux Monégasques de venir réparer leurs objets plutôt que de les jeter. Sarah Vulmain et Massimo Piantoni sont allés à leur rencontre. Fer à repasser, radio, vêtements et aspirateurs, le marché de la Condamine s'est transformé en véritable atelier de réparation. Le Monégour Hyper Café est un événement en partenariat avec l'association Hyper Café Nice et la mairie de Monaco. Le but, limiter le gaspillage et préserver l'environnement. Le Monégour Hyper Café, en fait, c'est vraiment pour réduire les déchets et favoriser l'économie circulaire. D'abord, il y a un diagnostic. Les bénévoles vont analyser un petit peu la panne et s'il est possible de la réparer, ils vont réparer l'objet sur place et les personnes pourront repartir avec leur objet réparé pour s'en servir de nouveau et donc offrir à cet objet une seconde vie. Une dizaine de bénévoles étaient présents pour répondre aux besoins des visiteurs. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ils prennent plaisir à réparer avec le cœur. Et là, actuellement, vous êtes en train de faire quoi ? Alors là, j'essaye de démonter, je dis bien, un aspirateur qui ne fonctionne pas du tout. Alors j'ai dit j'essaye parce que c'est pas évident à démonter. Les fabricants essayent de cacher leurs astuces. C'est, comment dire, c'est le jeu du chat et de la souris avec les fabricants qui ne veulent pas qu'on dépanne. Et nous, on essaye de dépanner quand même. Et ce qui me plaît, c'est bon aussi le contact avec les personnes. De discuter, de voir un peu les gens de tous les milieux et puis de bricoler. Ce qui m'a mené là, c'était le bricolage, de faire quelque chose. Quand on est bricoleur, on n'a pas assez de choses à la maison à bricoler. Alors arrivé au bout d'un moment, voilà, on en arrive à travailler pour les autres.
Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement, équipés de leur appareil électronique ou ménager. Ils souhaitent pouvoir donner une seconde vie à leur objet du quotidien. Que êtes-vous venu faire réparer aujourd'hui et pourquoi? Un micro-ondes et un lecteur DVD. Tous les deux sont assez récents et apparemment un c'est un fusible et l'autre il est en cours de test. Je trouve c'est une très bonne initiative parce que franchement on jette trop de nos jours. Vous pouvez retrouver les bénévoles du Repair Café Nice un samedi par mois. La prochaine édition est prévue le vendredi 10 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Une nouvelle adresse vient d'ouvrir ses portes en Principauté. Il s'agit d'un restaurant appelé Prince of Venise. Il est situé sur le boulevard du Jardin Exotique et a été inauguré hier en présence du prince Albert II et de nombreux autres invités. Au menu, c'est toutes sortes de spécialités italiennes qui sont proposées principalement à emporter. Les détails de ce nouveau concept gourmand avec Sarah Nkari sur les images de Lionel Bernardi. Les 2 premiers sont à Los Angeles et le 3e désormais à Monaco. Le prince Emmanuel Philibert de Savoie a ouvert Prince of Venice au cœur du quartier du Jardin Exotique pour le plus grand bonheur des gourmets. Je voulais juste faire de la livraison et du takeaway parce que je crois beaucoup en ça et de plus en plus. Et en fait, il y avait cet espace qui servait à mettre les paquets. J'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas 12 places et un bon petit restaurant pour des intimes et les personnes qui veulent venir dîner ou déjeuner tranquillement. Donc on est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, surtout pour la livraison et le takeaway, mais aussi si vous voulez passer un bon petit moment sans voir et être vu, comme beaucoup à Monaco, beaucoup se passe comme ça, mais un truc un peu plus authentique, ben venez. L'inauguration a eu lieu en présence du souverain et de nombreux invités qui ont pu découvrir quelques spécialités à la carte. Les plats forts, c'est des pâtes fraîches. Pâtes fraîches avec des différents sughi possibles. Ça va de la bolognaise au pesto, aux fruits de mer, etc. Et on fait les pinze romaines. Alors, c'est pas la pizza, c'est une espèce de pizza ovale un peu plus épaisse avec de la mortadella, la stracciatella, avec du jambon, avec des anchois, avec des aubergines. Enfin, vous pouvez choisir aussi votre pinza romaine. Et après, on a aussi de la viande, du poisson, des bons vins, c'est toujours important. Et surtout, 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 de la bonne humeur. De la bonne humeur, principalement à emporter, vous l'aurez compris. Et puisque la vie est une combinaison de magie et de pâtes, n'hésitez pas à tester par vous-même cette nouvelle adresse. Et oui, on ira y faire un tour. En musique, l'OPMC a offert mercredi après-midi l'avant-dernier Happy Hour de sa saison à l'Auditorium Régnier 3. Un bref concert d'environ 1 heure sur de la musique de chambre qui, comme à son habitude, ravit autant les quelques musiciens que le public mélomane présent. José Sacré, Thomas Deus et Clélia Renaud étaient sur place. Ce dernier happy hour musical de la saison, à l'Auditorium Régnier 3, a offert aux mélomanes un programme particulièrement bien choisi et original. D'abord, le duo pour violoncelle et contrebasse en ré majeur de Rossini, interprété par Delphine Perron, violoncelle, et Mathias Benzmana, contrebasse. C'est une pièce très originale, un duo violoncelle-contrebasse, c'est pas très souvent, surtout virtuose comme ça, avec des parties qui se répondent et une utilisation des 2 instruments de manière identique, quoi. Enfin, c'est les 2 chantants. Deuxième œuvre au programme, le Septuor pour cordes et vents en mi bémol majeur opus 20 de Beethoven, une œuvre qui, lors de sa création en 1800 à Vienne, connut un immense succès au point que Beethoven en vint presque à regretter la popularité de son œuvre, lui qui aspirait à des formes plus audacieuses. C'est assez atypique aussi, hein, parce que du coup c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix des 2 œuvres, c'est qu'en fait c'est 2 formations assez atypiques, autant le duo pour violoncelle et contrebasse, autant le Septuor avec 3 vents, 3 cordes, la contrebasse au centre. C'est assez original aussi. Puis dans l'écriture de musique de chambre de Beethoven, il n'y a pas 2 œuvres comme ça. Ouais. Ce septuor, formé pour l'occasion, était constitué de Andrei Ostapchuk, violon, Ruggero Mastro-Lorenzi, alto, Delphine Perron, violoncelle, Mathias Benzmana, contrebasse, Andrea Cesari, cor, Arthur Menrat, basson et Diana Sampaio, clarinette. Un mini-orchestre finalement. Exactement, un équilibre assez parfait, avec la contrebasse qui est là pour balancer. Et oui, c'est moi qui ai constitué l'équipe avec que des amis
autour de moi. Et puis c'est formidable de partager ce moment-là avec eux. À l'agenda, notez cette nouvelle date des rendez-vous du cinéma. L'Institut audiovisuel de Monaco va proposer la projection du film Juste sous vos yeux du réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo. Ce sera ce mardi 13 mai à 19 h au Théâtre des Variétés. Et pour en savoir plus sur cette programmation, le directeur de l'Institut, Vincent Vatrican, était interrogé par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Joyeux anniversaire, c'est notre 100e projection ensemble. Ah, formidable. on parle pour cette 100e. Pas la dernière. Hein. Et pas la dernière, non. On reprend encore 100, facile. Oh oui, facile. Aujourd'hui, on parle d'un film sud-coréen pour cette 100e, Juste sous vos yeux. Quelle est l'histoire? Alors, c'est l'histoire d'une actrice coréenne, Sang-ok, qui a la soixantaine. Et on comprend assez vite qu'elle revient dans son pays natal, revoir sa sœur, revenue des États-Unis où elle a visiblement eu une carrière dont on ne sait pas trop si elle s'est bien ou mal passée, et elle a besoin de se ressourcer. C'est le point de départ. Et un réalisateur la rencontre. Voilà, donc les situations vont s'enchaîner et elle va être amenée à croiser la route d'un cinéaste qui, au cours d'un déjeuner, j'allais dire improvisé, même j'allais dire improvisé par le réalisateur Hong Sang-soo, va lui proposer de tourner dans l'un de ses films. C'est une scène qui est sur la longueur, qui fait le bon tiers du film, en très très peu de plans. Et effectivement, dans ce moment où les dialogues, on le sent, sont improvisés, où les réactions des acteurs le sont tout autant, naît quelque chose de la grâce. Il faut aller le voir. Absolument. Allons voir donc Juste sous vos yeux. Merci Vincent. Merci Fabien. 이 집 커피 정말 맛있네. 응? 그때 내가 제대로 본 거죠. 아, 세상이 정말 이런 거구나. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, ce sera la météo de Sarah Nkari. Ensuite, vous avez rendez-vous avec Yann-Anthony Nogues pour 19 h dimanche, consacré aujourd'hui au mystère préhistorique de la grotte du Cavaillon. Demain, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthy recevra Chloé Boscagli, adjointe au maire chargée de la petite enfance et de la famille. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19 h pour une nouvelle édition. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, comment allons-nous démarrer cette nouvelle semaine? Eh bien, le temps sera toujours aussi mitigé demain, avec des éclaircies en milieu de journée et des nuages plus ou moins épais en matinée et dans le reste de l'après-midi. Le risque d'averse n'est pas non plus à épargner. Pour ce qui est des températures, le thermomètre affichera à l'ombre 14 degrés pour la minimale et 18 pour la maximale, ce qui est sensiblement ce que nous avons connu aujourd'hui. Avant de vous quitter ce lundi 12 mai, nous fêterons la Saint-Achille, un prénom plutôt rare chez nous, mais très courant en Grèce. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.
C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.